Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une, direction ce soir le Portugal qui lance un appel à l'aide européenne. La péninsule est devenue le pays actuellement le plus touché au monde par l'épidémie. Nous irons sur place. En France, le débat au sein même de la communauté scientifique. Quel est le réel impact du variant des hôpitaux déjà sous tension? Et pourra-t-on éviter un reconfinement plus strict? La Charente, toujours sous surveillance, en attente d'un pic. Nous ferons le point sur les inondations à Saintes. 7 départements sont également en alerte pour les prochaines heures. Le boom de l'e-commerce boosté par la crise sanitaire, 42 millions de cyberacheteurs en France et la renaissance d'une entreprise du Nord, La Redoute, a retrouvé des couleurs. Un document ce soir, 10 ans après notre première rencontre, comment un jeune homme de 28 ans nous emmène sur les traces de ses origines et notamment grâce aux réseaux sociaux. Enfin 20h30, nos invités ce soir, le portrait d'Emmanuel Macron par Alain Duhamel, question pour un champion du réseau Twitch avec Samuel Etienne et le livre témoignage du petit-fils de Simone Signoret, Benjamin Castaldi sera avec nous. Voilà pour les titres, bonsoir à tous et commençons donc par prendre la direction du Portugal qui a lancé, je vous le disais, un appel à l'aide européenne face à la crise épidémique qu'il est en train de traverser. Les chiffres de contamination se sont accélérés en raison de la progression du variant britannique. Les hôpitaux se retrouvent asphyxiés. Notre équipe est à Lisbonne, Anaïs Barr, Thomas Guéry. L'urgence est devenue permanente. Les patients Covid-19 arrivent en continu. Pourtant, dans cet hôpital de la banlieue de Lisbonne, chaque nouveau patient est désormais un patient de trop. L'hôpital est déjà saturé, mais les brancards, eux, continuent d'arriver. C'est probablement le Covid-19. 330 patients Covid-19 sont déjà hospitalisés ici, 2 fois plus que ce que l'hôpital peut accueillir. Mais impossible de refuser ces malades qui arrivent en grande détresse respiratoire. Il a une grande difficulté à respirer. Son système respiratoire est pratiquement à plat. La surcharge de patients sous assistance respiratoire est telle que le réseau d'oxygène a lâché il y a quelques jours. Un réseau dont dépend la vie des patients intubés, comme cet homme dans un état critique. Par sécurité, les médecins ont choisi de le transférer vers un autre hôpital. À Lisbonne, les hôpitaux sont pleins depuis 2 semaines. Nous avons un tel nombre de patients Covid que nous devons transférer les cas les plus critiques vers d'autres hôpitaux. Nous l'emmenons par avion jusqu'à Porto. Près de 6 000 morts en un mois seulement. C'est quasiment la moitié du total des 13 000 victimes enregistrées depuis le début de la pandémie. Le Portugal est submergé par le variant anglais, 60% des cas dans la région de Lisbonne. La douleur se maintient ? Une explosion des cas due, selon ce médecin du SAMU, au déplacement des Portugais dans le pays et à l'étranger durant les vacances de fin d'année. Le pic est arrivé après Noël et les fêtes, pendant lesquelles il y a eu un certain laisser-aller. Et ça fait un mois que c'est devenu vraiment difficile. Une nouvelle vague qui surcharge les hôpitaux au bord de la rupture, mais aussi les funérariums. Pour faire face au nombre de morts, cet établissement a dû embaucher. Sur ces cercueils, un ancien bracelet d'hôpital indique le nom de la victime décédée. Les familles doivent aujourd'hui patienter un long moment avant de pouvoir enterrer leurs proches. Il faut compter 3, 5, voire 8 jours d'attente dans certains cas pour célébrer les funérailles à Lisbonne. En ce moment, on fait entre 45 et 50 enterrements par jour. Sur le parking, une morgue temporaire, symbole d'une épidémie hors de contrôle, d'une gravité sans précédent. Ce matin, il y a encore de la place, mais en fin de journée, ce sera plein. Nous vivons un moment triste, pas seulement par l'augmentation de la mortalité, mais aussi à cause de la manière dont les enterrements se font aujourd'hui. Pour les victimes du Covid, il faut savoir que les familles ne peuvent plus faire de veillées, et ça, c'est extrêmement douloureux. Pour affronter la crise, le gouvernement a décidé de confiner les Portugais depuis déjà 3 semaines, un confinement dont les effets se font attendre. Débordé par l'épidémie, le Portugal appelle à l'aide d'autres pays européens. Une dizaine de patients parmi les plus graves seront bientôt envoyés en Autriche. Et il y a quelques jours, l'Allemagne a envoyé en renfort 26 médecins et infirmiers militaires. Une aide d'urgence pour faire face à cette nouvelle vague d'une extrême violence. Oui, parallèlement, en France, le débat est toujours d'actualité sur l'impact du variant. À partir de quand serons-nous face à une situation d'alerte et de confinement incontournable pour certains épidémiologistes? La réponse est claire, le temps presse déjà et nous n'éviterons pas une poussée exponentielle. Reportage notamment à l'hôpital de Nanterre. Nabila Tabouri, Laetitia Legendre avec Christophe Quinck. Vous appuyez le bouton rouge.
Et le bouton rouge va sonner chez nous, on passerait vous voir, ça va, si tout va. Ce patient de 85 ans vient tout juste d'être accueilli pour insuffisance respiratoire. Ça va aller? Testé positif, il est hospitalisé dans ce service Covid de l'hôpital de Nanterre. Ici, depuis une semaine, l'afflux de malades a fortement augmenté. Parmi les soignants, l'inquiétude grandit. On se pose la question, est-ce qu'on va vivre la même chose qu'on a vécu à la première vague ou pas? Mais c'est dur. Je ne sais pas si on va tenir, c'est ça. On appréhende parce que là, on voit qu'il y a un afflux de patients comme si on était dans la première vague. Est-ce qu'il nous reste des places? Je crois qu'il nous reste encore un lit Covid. Avec une seule place de disponible, la direction n'a pas d'autre choix que de s'adapter au jour le jour. Il y a un mois, on ne déprogrammait pas, en tout cas on ne reportait pas nos hospitalisations. Aujourd'hui, on commence des reports de 48, 72 heures où on adapte l'accueil de nos patients. Le week-end dernier, nous n'avions plus aucun lit d'hospitalisation disponible. En région parisienne, entre 15 et 20% des opérations non urgentes pourraient être reportées. Pour le chef du service de réanimation de l'hôpital de Garches, le confinement est le seul moyen de freiner l'épidémie. Si on ne veut plus tolérer 20-22 000 cas de contamination par jour et une tension croissante sur l'hôpital, avec toutes les conséquences sanitaires mais aussi économiques et sociales, eh bien, il faut repasser par le confinement. Dans la majorité des régions, ici en rouge, les lits de réanimation sont occupés à plus de 60% par des patients Covid. Près de 28 000 personnes sont à ce jour hospitalisées. C'est 9 fois plus qu'au début de l'épidémie. Je ne suis pas plus inquiet que ça, je ne veux pas être alarmiste. On voit que les hospitaliers sont capables de s'adapter, de faire face et de se mobiliser massivement. Mais si jamais il y a une explosion de la contagiosité et du nombre de patients accueillis à l'hôpital dans les prochaines semaines, on ne part pas de 3 000, on part de 28 000. Et donc on part déjà d'un point haut qui pourrait nous emmener bien plus haut. Lueur d'espoir, le nombre de patients en réanimation, 3 225, soit 2 fois moins qu'au plus fort de l'épidémie en avril dernier. L'espoir à long terme repose donc sur le vaccin et la France a reçu et commencé depuis hier à réaliser les premières injections du vaccin du laboratoire AstraZeneca et les soignants sont prioritaires. De son côté, le Royaume-Uni a atteint 12 millions de vaccinations, essentiellement des premières doses de vaccins. En direct de Londres, on va retrouver Mathieu Boisseau. Mathieu, c'est la ministre britannique de la vaccination, justement, qui a aujourd'hui apporté des éléments sur l'efficacité de ce vaccin. Oui, il y a ici une grande inquiétude. Le succès de cette campagne peut-il être menacé si les variants rendent les vaccins moins efficaces? Alors il n'y a pour l'instant pas de certitude, mais le gouvernement dit qu'il faut se préparer à peut-être devoir sortir de nouveaux vaccins tous les ans, comme c'est le cas pour la grippe par exemple. Ce serait évidemment un défi sanitaire et logistique considérable. L'autre solution serait d'utiliser un booster, une sorte de troisième dose pour renforcer le degré de protection. Si cette question elle se pose, c'est parce que le Royaume-Uni veut savoir quand il tirera les bénéfices de sa campagne. L'une des plus avancées au monde, 1 adulte sur 5 désormais vacciné, jusqu'à 1000 injections par minute selon les autorités. Alors certes, cette campagne elle est presque exclusivement tournée vers la première dose, mais elle avance très vite. Seulement à cause des variants, il est bien trop tôt pour crier victoire. Merci Mathieu. Alors l'Union européenne est-elle à la hauteur de cette campagne de vaccination? Les ratés et les lenteurs éclipsent peut-être ses succès avec une commande de 450 millions de doses et une aide aux pays les plus pauvres. Cependant, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est retrouvée cette semaine dans l'œil du cyclone. Tentons ce soir d'en savoir plus sur celle qui dirige ce navire de 27 pays. Julien Néni, Julien Gasparuto, avec Laurent Desbonnets. Elle est encore très méconnue en France. Alors, allons-y, merci. C'est pourtant elle, la francophone Ursula von der Leyen, qui commande les vaccins pour toute l'Union européenne à la tête de la Commission. Alors quand les retards de livraison s'accumulent, les critiques contre elle pleuvent dans toutes les langues, jusqu'à ce violent tacle du vice-chancelier allemand en une de Bild. Traduction, c'est vraiment de la merde. Alors en coulisses, la question se pose. Ursula von der Leyen est-elle fragilisée? Depuis l'arrivée des premiers vaccins, la stratégie de la Commission européenne est claire. Nous travaillons dans un cadre à 27. C'est ensemble qu'on négocie, ensemble qu'on livre les doses. Résultat à ce stade, à peine 3% de la population de l'UE a reçu au moins une dose, 5 fois moins qu'au Royaume-Uni et très loin d'Israël. Les vaccins, c'est un échec total de von der Leyen, déplore ce cadre du Parlement. On est à la traîne de tout le monde.
Elle aurait pu mettre plus de pression sur les labos pour livrer les doses à temps, admet ce soutien. D'abord, très silencieuse, la présidente a pour la première fois cette semaine reconnu un manque d'anticipation sur les vaccins, un signe de leadership pour ses soutiens. Elle a été très réactive alors que la santé, c'est une compétence nationale. Ce n'était pas dans son mandat, analyse son entourage. Von der Leyen, elle tient la barre, estime cette eurodéputée. Accablée par les critiques, Ursula von der Leyen a reçu en fin de semaine les encouragements du couple franco-allemand. Je veux saluer l'engagement de la présidente von der Leyen. Nous félicitons le travail de la Commission et en particulier celui de sa présidente, Madame von der Leyen. Un soutien renouvelé et très politique. Ursula von der Leyen, ministre d'Angela Merkel pendant 15 ans, n'était pas le premier choix pour succéder à Jean-Claude Juncker en 2019. Son nom n'a émergé que grâce à un accord de dernière minute entre Paris et Berlin. Toute sa légitimité ne tient qu'au deal entre Macron et Merkel, analyse un cadre du Parlement. Verdict de ce proche d'Emmanuel Macron, il décide, elle exécute. Un manque de poids politique que balaie la plupart de ses soutiens comme cet eurodéputé français. C'est la meilleure présidente de la Commission depuis Jacques Delors, juge-t-il. Un bilan qui, elle le sait, dépendra beaucoup du succès ou non de sa stratégie vaccinale. À l'étranger, toujours d'abord en Birmanie, la mobilisation de l'opposition au coup d'État se poursuit avec aujourd'hui les rassemblements les plus importants depuis le soulèvement populaire de 2007. Ils étaient près de 100 000. Dans les rues de Rangoon, mais d'autres villes se sont mobilisées, appelant à la désobéissance. Les forces de sécurité ont effectué des tirs de sommation, comme vous le voyez, afin de disperser la foule. Autre actualité de ces dernières heures avec des images assez incroyables de la rupture d'une partie d'un glacier de l'Himalaya. À la clé, une inondation soudaine et violente dans le nord de l'Inde. On ignore encore le nombre de victimes emportées par l'avalanche de boue et de pierres. Marc de Chalvron. En quelques instants, cette rivière aux confins de l'Himalaya se transforme en torrent d'une rare puissance. Tout est emporté sur son passage. Les personnes qui filment la scène n'arrivent pas à retenir leur stupeur. Aucune construction n'est épargnée, y compris ce barrage, construit sur le cours d'eau. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Au niveau du barrage hydroélectrique, il y avait entre 50 et 100 personnes qui couraient dans tous les sens pour essayer de sauver leur vie. Mais ils ont été engloutis par la rivière. Seule lueur d'espoir au milieu de ce marasme, les secours indiens, arrivés rapidement sur les lieux, ont réussi à extraire un homme vivant qui exulte, sorti de terre. Cette catastrophe s'est déroulée dans ces zones montagneuses au nord de l'Inde, dans le district de Chamoli, sur la rivière de l'Alaknanda. À l'origine de cette inondation, ce glacier, le Nanda Devi, dont une partie s'est brutalement détachée. Les glaciers de l'Himalaya qui ont perdu un quart de leur surface ces 40 dernières années, fragilisés par le réchauffement climatique. Des accidents ont déjà été observés au cours des dernières années, soit à travers le détachement de glaciers, soit à travers des lacs qui se sont formés au sein de glaciers à cause du réchauffement et qui brusquement dévalent dans les vallées. En 2013, dans cette même région, des pluies torrentielles avaient déjà provoqué la mort de près de 6 000 personnes. Et ce soir, le bilan provisoire est de 7 morts et une centaine de disparus. On revient en France avec les eaux de la Charente qui continuent de monter avec un pic attendu dans les prochaines heures, notamment pour les habitants de Saintes, dont certains ont déjà dû être évacués. Le point ce soir avec Antoine Delcourt et Thierry Breton. Elle est sortie de son lit sur des dizaines de kilomètres. Partout le long de la Charente en crue, des campagnes sous l'eau. Au total, 22 communes concernées, notamment Saintes où le niveau est encore monté aujourd'hui. Ici, près de 600 personnes contraintes de partir depuis hier, comme cet homme ce matin avec l'aide des pompiers. Au moment des crues, vous savez, on a connu 82, 94, donc voilà. Pour le moment, il n'y a pas d'eau dans la maison, donc tant mieux. Évacuer ceux qui le veulent, s'occuper des autres. On vous donne notre carte, vous avez carrément un numéro de téléphone. Face à des élus de la mairie, cette dame qui n'a pas souhaité quitter sa maison, l'eau frôle le pas de porte. Je ne dors pas dans ma chambre, je suis sur le canapé, je suis à l'affût, je regarde, l'eau monte dans la cave, non, voilà. Quelques rues plus loin,
un particulier doit partir pour un rendez-vous professionnel. Il laisse derrière lui sa maison inondée. Parce qu'on est là pour ça, on est à votre service. Je serai à 400 km d'ici, mais bon, on y pense quand même, quoi. Hein, donc, et puis là, on peut rien faire. Il faut juste attendre, malheureusement, quoi. En attendant cette décrue, certains constatent déjà les dégâts. En plus, j'ai une marche alors. Une photo pour l'assurance, dans cette cave noyée. Vous avez de l'eau jusqu'à la taille? J'ai 85 cm là, donc j'ai mis des tréteaux et depuis là, les affaires commencent à baigner. Habitants, pompiers, policiers, tous vont surveiller le niveau de la Charente dans les prochaines heures. Et on va tout de suite retrouver en direct Antoine Delcourt. Bonsoir Antoine. Quelles sont les mesures de sécurité qui ont été mises en place ce soir ? Eh bien, le dispositif d'urgence est maintenu ce soir avec, par exemple, 150 pompiers qui restent mobilisés, des effectifs de police municipale renforcés ou encore un gymnase ouvert au cas où pour accueillir des habitants qui auraient besoin d'être évacués dans la nuit. Pour le moment, le niveau de la Charente derrière moi se stabilise en dessous de 6,20 m, mais le pic n'est toujours pas atteint. Il est attendu demain dans la matinée. En tout cas, cette crue, elle est d'ores et déjà historique. Elle dépasse celle de 2007. À l'époque, le niveau de l'eau avait atteint 5,64 m. Antoine Delcourt en direct de Saintes. Merci Antoine. Et ce sont toujours 7 départements qui ont été placés en alerte aux crues, inondations, et notamment ceux de la Somme, de l'Oise ou encore de Seine-et-Marne. Si la crise sanitaire a entraîné la destruction de plus de 250 millions d'emplois dans le monde, arrêtons-nous ce soir sur l'un des secteurs qui en revanche a su profiter de cette économie confinée, entre guillemets. Le chiffre d'affaires du commerce en ligne explose, 112 milliards d'euros en France et une progression des achats de produits en ligne de 32% en un an. Parmi les sites que l'on retrouve en tête des consultations, eh bien La Redoute, la célèbre marque du nord de la France, a su rebondir. Agnès Giraud-Carlier, Barbara Six et Alexandre Lépinet. Un centre de logistique de 40 000 m² qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet entrepôt du nord de la France est entièrement automatisé. Objectif, livrer toujours plus de colis. Ici, on va être en capacité de traiter 3500 commandes à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le client va cliquer sur le site, 2 heures après, la commande va être préparée. Donc ici, les articles vont être prélevés et ensuite la commande va pouvoir être expédiée. 2020, une année marquée par 2 confinements et des acheteurs en ligne toujours plus nombreux. Le chiffre d'affaires de La Redoute a bondi de 20%, dépassant la barre du milliard d'euros. Les confinements ont été un moment aussi très opportun pour refaire sa maison, pour refaire son intérieur, pour le réaménager. Nous n'avons jamais vendu autant de robots à cuisiner, de yaourtières. 60% des ventes aujourd'hui pour la maison, 40% pour l'habillement. Un entrepôt ultra-moderne aux antipodes de la recette du succès de La Redoute pendant des années. Un célèbre catalogue de 1200 pages. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, comme pull vert? Si, toi, un peu sans prendre plutôt ce vert, il ira bien avec ton costume beige. Spécialiste de la vente par correspondance, son heure de gloire se termine à la fin des années 2000, avec l'essor d'Internet. Après une quasi-faillite et près de 1200 suppressions de postes, La Redoute prend le virage du numérique et abandonne le papier. Aujourd'hui, l'entreprise compte 1350 salariés et embauche à nouveau. Madame, tout va bien? Est-ce qu'on est en phase sur le... Ce manager de 26 ans vient tout juste de signer un CDI. Ils m'ont embauché en plus dans la période malheureusement du Covid, qui est une période compliquée. Donc, ce qui prouve que La Redoute marche bien et remarche très bien et a de l'avenir en fait au sein du prêt-à-porter. Un boom du e-commerce en 2020 qui a aussi profité à d'autres acteurs comme la Camif, qui a axé sa stratégie sur le Made in France. Plus de 2/3 de son chiffre d'affaires. L'autre concurrent historique, les 3 Suisses, après des années difficiles, rêvent d'une telle renaissance et parient de se recentrer sur la mode. Le document de ce dimanche avec la quête d'un jeune homme de 28 ans à la recherche de ses origines. Nous l'avions rencontré il y a 10 ans. Lui, l'enfant placé alors qu'il était bébé et qui a vécu en famille d'accueil, veut plus que jamais en savoir plus sur son passé. Et pour lui, les choses vont enfin s'accélérer. Documents et témoignages signés Laetitia Legendre, Thomas Guéry et Raphaël Laurentin. Plus que quelques minutes pour Hakan Marty, avant de faire peut-être l'une des rencontres de sa vie. Son arrière-grand-mère qu'il n'a jamais vue. Alors pas question pour lui d'arriver les mains vides. Cet éducateur n'a jamais connu sa famille. Placé quand il était bébé, il a dû se construire avec pas mal de vide.
Ça fait combien de temps que vous attendez de l'avoir? Ça fait 1 an et demi que je suis sur les recherches. Et là, normalement, des réponses à pas mal de questions sur l'histoire familiale. Au revoir. Quand nous l'avions rencontré il y a 10 ans, il cherchait à sortir d'une situation compliquée. Tout juste majeur, Hakan devait apprendre à s'assumer seul. Aujourd'hui, à 28 ans, son nouveau combat est une quête, celle de ses origines. Sa mère est décédée quand il était enfant. Il n'a jamais connu son père et a grandi en famille d'accueil. Ses recherches vont donc commencer par sa mère Amel. Avec l'une de ses amies éducatrices, il consulte son dossier confidentiel qu'il a mis des mois à obtenir. Comme lui, sa mère a été placée. Une jeunesse cabossée entre l'errance, les addictions et ses 5 enfants qui lui ont été retirés. Le placement en héritage. Les difficultés sont nombreuses à savoir. Des carences d'ordre alimentaire liées à la difficulté de gestion de son budget. Remets dans le contexte, elle était jeune aussi. Mais je l'aime quand même. Qu'importe tout ce qu'elle a fait. Vous en voulez à votre mère? Non, ma mère, je l'aime. Je l'aime et... Même si il y a marqué de défaillance, même si vous mangez pas à votre faim, même si vous vous trouviez tout seul dans l'appartement, c'est... Il y a une chose que je sais aujourd'hui, c'est que ma mère, elle n'a pas fait ça par volonté. Elle a fait ça parce qu'elle aussi, elle a eu des choses difficiles dans son passé. Je pense qu'elle n'a pas été armée pour faire face à tout ça. Au-delà d'un dossier administratif, il veut découvrir la vie, la personnalité de sa mère. Cette quête, il la partage avec son frère Quentin. Ils ont grandi sans beaucoup se voir, mais se sont rapprochés grâce à leurs recherches. Une enquête quasi policière semée d'embûches. Dans les bars, les endroits qu'elle fréquentait à l'époque, T'es belle gosse, notre mère. ils ont réussi à retrouver d'anciens amis de leur mère. On ne sait pas à quoi s'attendre, leur réaction, s'ils vont nous accepter, s'ils vont nous répondre. Il faut faire le forcing à chaque fois, se justifier, alors qu'on veut juste connaître notre histoire. On est enquêteur, mais on n'est pas juge. Et ça, c'est une grande différence. Sauf que c'est compliqué aussi pour les gens, et on le sait, de raviver des souvenirs qui peuvent être douloureux. Autre inconnu dans cette quête, son père. Après des mois de recherche, Hakan a contacté un des anciens compagnons de sa mère. Aujourd'hui, il s'apprête à le rencontrer pour la première fois, loin de notre caméra. Hakan l'a convaincu de faire un test ADN. Cet homme est-il son père biologique? La réponse se trouve au bout de ses cotons-tiges. C'est un grand changement. Aujourd'hui, je suis le fils de l'État, officiellement. Et avec ce test, dans ma tête, je serai le fils de quelqu'un. Et ça change beaucoup. Maintenant, on va envoyer et puis on va attendre patiemment. Même si je crois que je vais y penser tous les jours. Et si c'est pas lui? Je vais continuer à faire l'enquêteur. Quelques semaines plus tard, il apprendra que cet homme n'est pas son père. Une impasse alors qu'en parallèle, une piste sérieuse se profile du côté maternel cette fois. Grâce aux réseaux sociaux, il a appris que son arrière-grand-mère habite dans le sud. Avec son bouquet de fleurs qu'il vient juste d'acheter, aujourd'hui c'est le grand jour. Il a décidé de la rencontrer sans la prévenir. S'il l'a déjà eu une fois au téléphone, il ne sait pas si elle va le reconnaître. Bonjour. Je suis à Cannes. J'ai un petit cadeau pour vous. Je me suis dit que ça pouvait vous faire plaisir. Franchement, faut pas rentrer aujourd'hui, on verra ça une prochaine fois. Méfiance ou pudeur, c'est sur le pas de la porte qu'elle va lui répondre. En fait, j'ai fait des recherches. Vous êtes une des personnes qui s'est occupée le plus de ma mère. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais vous rencontrer. Au fil de la conversation, elle va lui confier un lourd secret de famille. L'une des raisons pour lesquelles ses enfants lui ont été retirés. La clé de toute son histoire et de ses placements sur 3 générations. Ils sont partis jeunes à cause de mon mari. Il buvait. Par exemple, il m'attrapait les mains, il me faisait mettre à genoux, des choses comme ça, quoi. Ah ouais. Les mains sur les plaques de la cuisinière. J'ai jamais rien dit. Après plus d'1 heure de discussion, le jeune homme repart avec un arbre généalogique bien fourni, des photos d'enfance de sa mère et le sourire derrière le masque. Mais en tout cas, je suis quand même super contente de vous rencontrer. Vraiment. Mais vous réalisez que c'est votre arrière-petit-fils? Oui, non. Est-ce que c'est possible de rattraper le temps perdu? Non, je crois pas. Ça ne se remplace pas. Non. Finalement, je le vois, je suis bien content. En tout cas, merci beaucoup, c'est carrément cool. Au revoir, bon après-midi. Wow. Il ne sait pas encore s'ils se reverront, mais plus question pour Hakan d'être le fils de personne. Aujourd'hui, je suis le fils de quelqu'un, le petit-fils de quelqu'un et l'arrière-petit-fils de quelqu'un, et ça, c'est fort. Et je peux me permettre de me dire que je serai le père de quelqu'un. Et ce futur
J'espère qu'il ouvrira une vraie différence sur ce que moi j'ai pu vivre. C'est entre autres pour ses futurs enfants qu'il a décidé d'écrire son livre, bien décidé à se libérer du poids de son douloureux passé. Voilà pour ce document du dimanche. Un nouveau rebondissement cette semaine dans la longue traque des biens et des chefs-d'œuvre spoliés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, c'est un tableau du 18e exposé depuis des décennies à Dresde qui vient d'être restitué en France aux descendants de son propriétaire, Alexandre Le Quéré. Soigny Thiebaud. Il y a quelques jours encore, ce tableau du XVIIIe siècle, volé par les nazis, était exposé au musée de Dresde, en Allemagne. Il vient de regagner la France. À l'origine de cette restitution, celle qui pose fièrement devant la toile ayant appartenu à son aïeul, Pauline Bert, une éditrice parisienne. Depuis 5 ans, elle suit la trace des œuvres de son arrière-grand-père, Jules Strauss, un grand collectionneur. Ses archives sont conservées ici, à la bibliothèque du musée d'Orsay. J'ai découvert en fait ici sa collection d'art dont j'avais à peine entendu parler et dont j'ignorais tout. Et il y a des dizaines de Degas, de Renoir, de Monet. En 1940, dans Paris occupé, le Louvre a été vidé, les tableaux mis à l'abri. Alors les nazis pillent les collections privées, celles des familles juives en priorité. 100 000 objets volés, transférés en Allemagne, la plupart sont récupérés à la fin de la guerre, mais pas toujours rendus à leurs propriétaires. Pour les descendants, un travail de fourmi à mener dans les archives. Pauline Bert le raconte dans ce livre. J'ai pu retrouver ces preuves. Je suis allée en Allemagne aussi retracer un peu le chemin de ces pillages. Et j'ai retrouvé à la fois des réclamations de ma famille et des documents sur les œuvres elles-mêmes. Une histoire dont on ne parlait pas dans sa famille. Au début de la guerre, son arrière-grand-père habite dans cet immeuble. Jules Strauss est un banquier de confession juive. Il a déjà vendu une partie de sa riche collection, mais il lui reste des chefs-d'œuvre. Quand son appartement est réquisitionné, ses derniers tableaux disparaissent. Jules Strauss meurt en 1943 à Paris à l'âge de 82 ans. Parmi les œuvres volées, ce portrait d'une favorite royale, retrouvé en Allemagne, que sa famille vient tout juste de récupérer. À chaque fois, les descendants doivent répondre à la même question. Comment prouver que les œuvres appartenaient bien à la famille? C'est le défi relevé par Claire Touchard. Dans ses livres de contes, l'exceptionnelle collection de son grand-père, René Guimpel, un marchand d'art résistant. Pour financer sa fuite, avant de mourir en déportation, il a dû brader 3 tableaux d'André Derain, un maître du fauvisme. Ces œuvres, les voici chez sa petite-fille. Après 7 ans de procédure, la justice a ordonné que ces toiles lui soient restituées. C'est ce qu'on appelle une vente forcée, parce qu'il a forcément vendu à bas prix, avec des intermédiaires. On ne sait pas combien il les a vendus. Ce qu'on sait, c'est qu'il écrit par ailleurs, à l'occasion d'autres choses, qu'il est très déçu du prix auquel les choses ont été vendues. Fin janvier, un 3e tableau de Derain, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, lui a été rendu par la ville de Marseille. J'appelle d'ailleurs tous les maires de France à faire la même chose. Regardez ce que vous avez dans vos collections. Faites des inventaires et restituez les biens qui ont été spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Selon les spécialistes, des centaines d'autres œuvres au parcours trouble dorment dans les collections des musées, en France et dans le monde. Une histoire loin d'être terminée. Un coup de froid sur le nord de l'Europe et d'importantes chutes de neige en Allemagne, mais également aux Pays-Bas. Ce sont 10 jours de température négative qui s'annoncent. En France, quelques flocons ont également fait leur apparition dans le nord, notamment sur les plages de Dunkerque. Tour d'horizon, Maryse Burgot, Yann Cadouche. La couleur sable a disparu sur la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque. Fine couche de neige et sortie dominicale vivifiante. Avec le vent dans le dos, ça va bien. Mais je crois que je vais revenir par l'intérieur parce que je ne vais pas braver le vent de face. Ça nous fait plaisir d'avoir de la neige de temps en temps à Dunkerque. En bord de mer, c'est rare. Coup de froid dans le nord de la France et les températures vont encore chuter jusqu'à -5 degrés avec des ressentis à -10 prévus en début de semaine. Ce front glacé tétanise aussi le nord de l'Europe. Aux Pays-Bas, beaucoup d'avions cloués au sol à Amsterdam. C'est la première tempête de neige dans le pays depuis 10 ans. Trafic ferroviaire très perturbé, malgré ces opérations de dégel des voies. L'agence météo néerlandaise a mis le pays en alerte rouge.
Les vents atteignent aujourd'hui 90 km/h. Les autorités déconseillent aux automobilistes de prendre la route. Même conditions difficiles à Hanovre, en Allemagne. Dans cette région de la Basse-Saxe, les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. 222 accidents de la route dénombrés depuis hier après-midi. Dans le Suffolk, au sud-est de l'Angleterre, la neige a aussi transformé les paysages. Perturbations routières, ferroviaires et aériennes, mais ça, ce n'est pas du tout le problème des enfants. Ainsi va le monde. Le grand direct du dimanche continue. Au sommaire ce soir, Alain, l'inoxydable, la nostalgie de Benjamin et Samuel, l'érudit des réseaux sociaux. 3 enfants de la télé avec nous et c'est l'heure du générique.